Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Casino Royale, il est réalisé par Martin Campbell et il est sorti en 2006. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire aussi, un grand récapitulatif des James Bond avec Daniel Craig, pas tous les James Bond. Tout simplement parce que c'est une série de James Bond que j'ai bien aimée. Et ça vient de de plusieurs choses en fait. Je suis pas fan des James Bond, vraiment pas, et je suis loin d'être un spécialiste. Mais j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune, globalement. J'avais un attachement particulier assez étrange au film avec Timothy Dalton. Je crois surtout à Permis de tuer notamment, que j'ai pas revu depuis très longtemps. Mais je crois que c'était une histoire de vengeance. Je sais pas, je m'étais senti un petit peu plus impliqué dans l'histoire. Voilà. Et sinon les autres j'avais bien aimé, mais celui-là m'avait marqué. Puis il y avait peut-être aussi le fait que très vite les gens détestaient Timothy Dalton dans James Bond, alors que moi personnellement je l'avais trouvé vachement bien. Bref. J'ai bien aimé avec Sean Connery, avec Roger Moore, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas si je les ai tous vus, mais j'en ai vu un paquet. Et puis, avec Pierce Brosnan, je crois que j'ai essentiellement vu GoldenEye, qui était plutôt sympa, mais et je trouvais Pierce Brosnan très bien dans le rôle. Pour la petite anecdote marrante, à l'époque, Pierce Brosnan jouait dans une série qui s'appelait Remington Steele. Et avec mes frères et sœurs, on était tous en train de se dire que c'était James Bond et qu'il ressemblait vachement bien, qu'il le ferait très bien dans le rôle. Bon, évidemment, c'était dans les tablettes d'Hollywood depuis longtemps. Et donc voilà, il l'est devenu ensuite, et il collait très bien dans le rôle. C'est un rôle qui a marqué complètement sa carrière, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je connais pas très bien la carrière de Pierce Brosnan, faut être honnête. Voilà, mais donc avec lui, j'ai essentiellement vu, je crois qu'il en a fait 4, et j'ai vu que GoldenEye. Et les autres ont eu des critiques moyennes, et moi ça me tentait pas spécialement de les voir, enfin voilà quoi. C'est aussi parce que globalement en grandissant, j'avais l'impression que les James Bond étaient des films popcorn, sans réelle surprise, et finalement... assez vide quoi. J'espère que vous n'aurez pas de soucis avec le son. Pour la petite parenthèse, je suis obligé de changer un peu mon installation. On meurt de chaud, c'est la canicule au moment où j'enregistre. Il est hors de question que j'allume mes ordinateurs, du coup j'utilise ma mixette. J'espère que la qualité du son sera au rendez-vous et que comme j'enregistre dans un autre contexte, il y aura un petit côté caverneux qui vous dérangera pas trop à l'écoute. Veuillez m'en excuser si c'est le cas. Là, à montage, j'ai l'impression que le son il est cool. Enfin voilà, vous me direz. En plus, ça nous évitera les problèmes qu'on a d'habitude avec mon micro d'ordinateur. Bref. Donc voilà, c'est des films que je trouvais assez vides finalement, sans réelle surprise, avec un cahier des charges souvent identique, et au fil des années, il était à peine remis au goût du jour, quoi. Voilà, Bond est absolument imbattable. Toutes les femmes, surtout les top modèles évidemment, aiment Bond. Les méchants ont des plans absurdes pour dominer le monde, alambiqués souvent et ridicules. Les gadgets, Q, M, les scènes d'intro spectaculaires, etc. etc. C'était pas des mauvais films, mais c'est juste que c'était sans surprise, personnellement sans enjeu, et moi j'ai besoin d'être un peu plus impliqué que ça. Peut-être aussi que les films avec Sean Connery, Roger Moore, tout ça, Timothy Dalton avait pris un coup de vieux, ça c'est aussi possible. Il faudrait que je la revoie pour en être sûr. Mais avec l'arrivée de Daniel Craig, donc, mais surtout de Paul Haggis au scénario, j'en reviendrai là-dessus après, il y a eu des gros changements. Déjà, ils ont choisi de faire un retour aux origines du personnage, origine qui était toujours mystérieuse dans les films précédents, je crois, sans dire de bêtises. Ensuite, ils ont fait un Bond qui était blond. Pour la petite parenthèse, ça lui a valu beaucoup de rejets. Pour moi, c'est vraiment absurde. C'est les films qui comptent, quoi. Se bloquer sur le fait que Bond avait les cheveux bruns. C'est comme si qu'il fallait que Luke Skywalker ne soit joué que par Mark Hamill, quoi. Si demain on faisait un Origin Story, il faudrait que ce soit Mark Hamill qui a plus de 60 balais joue le rôle, voire 70 balais. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, Bond est blond, Bond est violent, voire bourrin. Il perd pendant les films, il perd beaucoup même. Il est souvent le jouet des femmes, etc. etc. Bref, c'est une série de films qui, enfin, avait des conséquences réelles. Dans le film, il se passait des choses qui allaient avoir une incidence sur les films suivants. Ça, à la limite, ça m'intéressait peu, mais qui ont au moins une sensation de conséquences au sein des propres films. Et là, je trouve que c'est le cas. Je trouve que c'est le cas, et je trouve que c'est une série, du coup, que j'avais envie de revoir et de réanalyser un petit peu en vous proposant donc de faire ce petit trajet avec moi, sachant que actuellement, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en train de tourner le 5e avec Daniel Craig et toujours Sam Mendes à la réalisation, mais je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Je corrigerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Probablement quand je parlerai de Skyfall. Donc Casino Royale 2006 de Martin Campbell. Alors petite remise en contexte.
D'après les infos que j'ai croisées, après Die Another Day de 2002, le dernier Pierce Brosnan en tant que James Bond, la production des James Bond est en suspens. La production des James Bond, c'était une production qui s'appelait Eon, E-O-N, une production essentiellement anglaise, hein. Je pense que vous le savez, mais la plupart des metteurs en scène, la totalité des metteurs en scène des James Bond étaient anglais. Donc voilà, c'était une sorte de sacro-saint précepte. Et c'est toujours le cas avec Martin Campbell, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui tenait à cœur cette production-là. Donc Eon Production était connu essentiellement pour produire les James Bond, et avait des principes comme ça très forts, pas de continuité entre les films, James Bond peut changer d'acteur mais pas de style, quasiment de manière sèche, à la différence limite de Timothy Dalton qui avait essayé de changer ça un tout petit peu, et finalement Pierce Brosnan est complètement revenu à ce qu'était James Bond avec Roger Moore, et un mix de Roger Moore et Sean Connery, en oubliant clairement ce qui avait été tenté avec Timothy Dalton. En tout cas, c'est ma sensation. Vous me corrigez, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est la sensation que j'en ai. Voilà, donc il y a eu 4 ans entre ces deux, entre le dernier James Bond de Pierce Brosnan et le Casino Royale. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Brosnan déjà demandait 30 millions de dollars pour continuer, ce qui est très cher, sachant que les films avec lui rapportaient toujours grosso modo la même somme, alors qu'ils coûtaient de plus en plus cher, pour des critiques qui globalement étaient de plus en plus mauvaises a priori. En tout cas, c'est ma sensation, ce que j'ai pu trouver un petit peu sur Internet. Il y a ensuite eu le rachat de la franchise de Eon Productions, donc de la fameuse boîte de production des James Bond, par Sony à MGM, qui obtenait la Metro-Goldwyn-Mayer, qui avait tous les droits de James Bond, on les a donc vendus à Sony. Or, il se trouve que James Bond avait aussi des droits séparés entre la MGM et le producteur Kevin McClory, qui avait notamment les droits d'un certain nombre de personnages et d'un groupe comme le Spectre, comme les personnages comme Blofeld, etc., Blofeld, le Docteur No, etc. Sony a donc réussi à réunir tous les droits, entre guillemets, seulement en 2010, ce qui explique notamment que dans les 2 premiers films avec Daniel Craig, l'association des méchants s'appelle Quantum et non pas Spectre, et finit par s'appeler Spectre dans le 4e. On en reparlera plus tard quand j'évoquerai, dans une autre review, quand j'évoquerai le film Spectre, puisque c'est le dernier à ce jour qui est sorti. Alors, c'est juste un contexte pour dire que les James Bond movies sont durs à produire et à réaliser dans cette série. Au moins jusqu'à Skyfall. Il y a vraiment eu des soucis un peu partout. Ça a toujours été un peu compliqué, des problèmes de production régulièrement, mais les films s'en sortaient en étant en général plutôt des bons films popcorn que les gens vont voir au cinéma, puis la production savait les vendre, et ainsi de suite. Or là, Eon Production n'est plus là, Metro-Goldwyn-Mayer, c'est Sony maintenant qui dirige grosso modo le machin. Et donc, il y a eu ce choix très radical de changer un petit peu de braquet. En faisant pourtant appel, dans Casino Royale, donc, à Martin Campbell. Martin Campbell qui avait déjà réalisé GoldenEye, qui avait très très bien marché, et qui était clairement un retour aux sources du James Bond de Pierce Brosnan, puisque c'était le premier avec Pierce Brosnan, après la période Timothy Dalton, qui avait un peu divisé le public, notamment la critique. Donc Casino Royale, c'est avec Martin Campbell que ça se fait. Martin Campbell, c'est un peu un yes man. C'est-à-dire un mec, voilà, on lui donne des projets, il les fait, quoi. Si on regarde sa filmographie, c'est assez flag. Mais en même temps, c'est un yes man à succès, vraiment pour le coup. Il a fait des films très réussis, qui ont gros succès critique et commercial, comme Le Masque de Zéro. Gros succès avec Antonio Banderas. Peut-être le plus gros succès d'Antonio Banderas, d'ailleurs. Entre autres, Catherine Zeta-Jones, etc. Vertical Limit, qui est un film un peu moins connu, mais qui est très réussi, qui est très sympa, si vous avez l'occasion de le voir. Un groupe de gars qui doivent escalader le Mont Blanc pour aller avec de la nitroglycérine sur eux. C'est très sympa, parce qu'ils doivent faire péter un truc pour sauver la fille d'un des gars. Enfin bref, c'est pas mal du tout. La sœur d'un des gars. Bon petit film. Et puis GoldenEye, qui est, dans mes souvenirs, plutôt sympa dans son genre, quoi. Un James Bond cheesy, quoi, mais en même temps très sympathique comme film, bref. Mais il a aussi réalisé, Martin Campbell, des films beaucoup plus problématiques, comme La Légende de Zorro, la suite hyper commerciale, On veut faire des thunes du Masque de Zorro, et puis le catastrophique Green Lantern, dont le scénario était juste pas possible, et qu'il a réalisé quand même tel quel. Voilà, ça c'est le signe d'un yes man, parce que quand on lit un scénario comme ça et qu'on se dit, il n'y a pas de problème, je vais aller le tourner, on est un peu dans le mode, voilà le chèque, tu fais ce qu'on veut, oui, bien sûr. Quoi? Oui, voilà le héros va faire des proutes, bien sûr. Je caricature, mais c'est un peu
en allant jusque-là, quoi. C'était un peu... J'ai fait ce que vous voulez, basta, et le film était, on peut le dire, mauvais, voire très mauvais. Faudrait que je le revoie, mais la fois que j'ai vu, j'ai halluciné, comme c'est quand même un très très mauvais film, Green Lantern, c'est assez impressionnant. Donc il a une filmographie en dents de scie. Mais je trouve que c'est un réalisateur talentueux qui parfois s'embarque dans des projets un peu à la con, dans des délires de producteurs, je pense. C'est pour ça que je considère que c'est malgré tout un yes man. Mais bon, il était réel selon moi du meilleur Brosnan. Je les ai pas tous vus, mais c'est l'association que j'ai eue quand j'ai vu GoldenEye. Et donc, pourquoi pas derrière Casino Royale, Martin Campbell. Alors là, je vous fais la version, j'aurais su pendant que ça se faisait, en fait pas du tout. J'ai vu qu'il y allait avoir un James Bond qui allait sortir avec Daniel Craig quand il y a eu les bandes annonces de Casino Royale à l'époque. Mais là, je vous donne juste un petit peu le pédigré du réalisateur pour vous donner un petit peu... vous allécher un petit peu sur est-ce que ça a marché ou pas, bien qu'il est possible que la majorité d'entre vous l'ait vu. Et effectivement, qu'est-ce que ça a donné? Casino Royale est un petit miracle. Bien que radicalement différent des Bonds de Brosnan. Pardon. Alors le pitch. James Bond, fraîchement promu 00, est sur la piste du chiffre, le financier d'une grande organisation criminelle nommée Quantum. Après avoir déjoué un attentat monté par le chiffre, James est inscrit dans un tournoi de poker où le chiffre espère récupérer son argent perdu. L'objectif est simple, battre le chiffre afin que, poursuivi par ses créanciers, ce dernier soit obligé de demander l'aide des services secrets anglais. En trajet pour le Monténégro, où se situe le tournoi, James rencontre alors le garant de l'argent du trésor anglais, la coriace et intelligente Vesper Lynd. Alors, comme dit avant, la nouvelle série des Bonds est très différente. Déjà, c'est des films sur les origines de Bond. C'est la première fois qu'on entamait ce genre de choses au cinéma. Et ça, c'est déjà quelque chose de très couillu, puisque visiblement le public était habitué à un certain type de Bond et le voulait, puisqu'ils avaient beaucoup critiqué à l'époque le James Bond de Timothy Dalton. Mais les temps changent, le public veut des nouvelles choses, un nouveau public est arrivé au cinéma avec l'explosion des séries télé dans les années 2000 et le cinéma qui a dû sérieusement se remettre en cause dans son écriture, dans la qualité de son écriture, sous l'impulsion des séries télé. Et donc, Paul Haggis en a profité pour arriver avec une nouvelle idée de James Bond et un nouveau projet. Ce projet, c'est quoi? C'est déjà d'avoir un Bond blanc, qui est ultra violent, froid, qui est le jouet des femmes, ou plutôt qui est souvent séduit par des femmes, et qui souvent séduit des femmes, et quand il les séduit, pour ses intérêts, les conséquences sont toujours macabres. C'est le cas dans l'un, dans le 2, dans le 3, dans le 4, vous pouvez vérifier. Et surtout, les films sont des réelles suites les uns des autres, ce qui est vraiment... c'est vraiment tout ça des choix radicaux d'écriture qui ont divisé, et qui divisent encore, après 4 films avec Craig. Perso, j'ai eu du mal avec le fait que les films soient des réelles suites, parce que j'étais habitué à chaque film de Bond, que chaque film de Bond était une bulle dans son propre univers. Entre parenthèses, j'ai peut-être tort, mais même si les conséquences dans les films des Bond précédents, même s'il y avait des conséquences dans les films de Bond précédents, ça me semblait très limité. Dites-moi si j'ai tort encore une fois sur ce point-là, mais il me semble pas que les conséquences étaient vraiment très fortes d'un film à l'autre. Elles étaient là, mais de manière très molle, je pense. Du coup, j'ai dû revoir les 4 films plusieurs fois pour percevoir, enfin pas 15 fois, mais 2-3 fois pour me dire « Ah mais oui, en fait, c'est vraiment la suite de l'un de l'autre, avec des petits effets de surprise, notamment quand je vous parlerai de Quantum of Solace. » Bref. Mais ça, mis à part, j'ai complètement adhéré au nouveau James Bond. J'avais enfin une sensation d'implication, déjà parce que le scénario est très bien écrit, le caractère froid et violent de ce nouveau Bond est vraiment bien exploité, ça permet des scènes d'action enfin nerveuses et physiques, notamment la poursuite d'introduction du film, même si entre parenthèses, je trouvais que les combats étaient déjà assez nerveux dans GoldenEye, mais il faudrait que... Enfin, c'est dans mes souvenirs, il faudrait que je revoie GoldenEye. C'était déjà réalisé par Campbell, comme je disais, mais il faudrait que je revoie GoldenEye, parce que je pense pas que c'était aussi nerveux que ça. Faut pas non plus faire dire ce que j'ai pas dit, mais j'avais un souvenir qu'il y a un combat à la fin entre 006 et 007 qui était pas mal. Il faudrait que je revoie ça. Sean Bean contre Pierce Brosnan, il faudrait que je revoie ça. Avant de dire des bêtises. Alors, je reviens pas sur les Jason Bourne, qui sont clairement une inspiration de ce nouveau James Bond, qui ont cartonné Jason Bourne 1, je crois qu'ils sont en 2004, ils cartonnent, et c'est clairement ça qui
je pense, le succès de ce type de film d'espionnage qui fait qu'à un moment donné, la production accepte le principe de Paul Haggis et se dit, boum, on va y aller avec un James Bond plus jeune, plus vénère, plus... Voilà, bref. Mais perso, je préfère l'action physique et chorégraphique. J'en parle déjà sur ma critique du dernier Jason Bourne, qui s'appelle sobrement Jason Bourne. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous voulez avoir un petit peu mon point de vue sur la différence que je fais entre les séquences d'action physique, que je considère physiques, et les séquences d'action que je considère chorégraphiques, qui ont chacun leur qualité, mais moi je préfère quand c'est physique, quand on les ressent. C'est plutôt ça que je cherche au cinéma. Et je trouve que ça fonctionne bien, notamment quand le film cherche une forme de réalisme, comme ici. Alors, réalisme. Les cascades sont débiles, la poursuite est absolument what the fuck, hein, ils montent sur une grue et tout ça, c'est débilement dangereux, mais ça reste une excellente scène de combat au corps à corps, on sent la plupart des coups, c'est bien foutu, et en plus je trouve que les scènes de combat de ce film-là sont placées à des moments clés. L'introduction, ça montre un Bond violent et radical, qui se laisse emporter par ses émotions, qui est un assassin souvent immoral, souvent par colère même, il tue un peu en disant merde, je le bute... de toute façon, je ferai autrement. Enfin, vous voyez, il y a un côté comme ça très comment dire, immoral et pas insouciant. Je sais pas, il fait un peu fi des conséquences, quoi. Un petit peu gamin, quoi. Bref. Et il y a un autre combat au milieu du film quand il se bat contre Isaac de Montcolet, notamment de Black au Monténégro, là où se passe le tournoi de poker, qui sert très bien à faire en sorte que Vesper découvre notamment la nature ultra-violente de Bond. Je vais spoiler à mort le film, hein. Je pense que les choses sont claires, je mettrai de toute façon spoiler dans tout le récapitulé, je vais spoiler à mort. Et donc elle voit en tuant le mec par étranglement comme ça, elle est obligée d'aider James Bond et de désarmer le gars, donc Isaac de Bancolé. Et on sent vraiment le traumatisme de la violence de la scène qui fait que ça les rapproche. Notamment, parenthèse, dans la scène suivante, qui est une superbe scène sous la douche, qui a été tournée en une fois, en un plan séquence. Qui est vraiment une très belle scène où Jay Vesper est traumatisée, elle est tout habillée, tout en vêtements sous la douche. Elle essaie comme elle dit à James après, d'effacer le sang qu'elle a sur les mains, mais elle n'arrive pas à l'enlever. C'est vraiment une belle scène, et puis lui, il lui suce les doigts pour lui enlever le sang des ongles. Au départ, d'ailleurs, la scène dans Vesper devait être en sous-vêtements, mais c'est Daniel Craig qui a demandé à ce qu'elle garde ses vêtements, parce qu'avec le traumatisme, Vesper n'aurait pas eu l'idée de au moins commencer à se déshabiller avant d'aller sous la douche, quoi. Et je trouve l'idée très bonne, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Une belle séquence, vraiment. Beau rapprochement. Bref, la froideur de Bond permet aussi de très bons dialogues. Il y a notamment les dialogues entre Bond et M. Excellent Judi Dench, que Campbell a voulu reprendre dans le rôle, alors qu'elle était déjà M dans les films avec Brosnan. Mais il aimait sa manière de fonctionner, la relation qu'elle avait créée notamment avec le Bond de Brosnan. Voilà, et du coup, il l'a réintroduit comme ça dans l'univers, et ça fonctionne très très bien. Elle a le jeu pour ce Bond-là, pour cet univers-là de Bond. C'est une excellente interprétation du personnage en plus, dès ce film-là. Et puis la relation Bond-Vesper donne lieu à de très très belles séquences, notamment le dialogue dans le rencontre dans le train, qui est absolument, je trouve vraiment génial. C'est une séduction, mais en même temps elle est vraisemblable. Bond est percé à jour alors qu'il croit dominer la situation. Je trouve que c'est vraiment la meilleure séquence du film selon moi. C'est une séquence qui est très bien placée, notamment parce qu'elle arrive, la rencontre avec Vesper arrive au bout d'1 heure de film. Du coup, c'est intéressant d'analyser le rythme de ce film. La première partie suit Bond, qui est froid, meurtrier, manipulateur. Il séduit et cause la mort en prétextant avec froideur devant M qui n'en a rien à carrer. Il y a des poursuites et de l'action où Bond gagne. C'est la première partie grosso modo du film. Puis, il y a le départ pour le tournoi de poker qui donne le temps à Bond et Vesper de vraiment se rencontrer. Le temps de s'attirer, se détester, parce que Bond la prend de haut et tente de la séduire violemment, comme il l'a fait un peu avec la première femme du film. Il tente de la décrire avec le peu de temps qu'ils ont eu ensemble, et en plus il se trompe. Et quand elle fait de même, et elle tape juste, il se vexe. Ensuite ils sont en désaccord durant le tournoi de poker. Bond est excessif, voire agressif par orgueil, il lui chope le bras à un moment donné. Alors qu'il a perdu vraiment beaucoup, mais alors beaucoup d'argent en plus. Vesper découvre aussi le monde violent de Bond et l'aide à tuer, hein, quelque part malheureusement, alors qu'elle ne voulait vraiment pas se confronter à ça. Elle est traumatisée et en même temps et du coup elle est rassurée par Bond.
Bond est empoisonné par le chiffre et c'est Vesper qui le sauve in extremis. Puis Bond gagne le tournoi, ils font la paix. Mais ils sont enlevés, Vesper et Bond sont enlevés et kidnappés par le chiffre, puis ils sont torturés. Ils sont finalement sauvés par Mr. White, un collaborateur du chiffre. Bond éveillé durant sa convalescence par Vesper, et seulement là, affaibli, Bond montre son vrai visage à Vesper et il tombe amoureux. Je suis parti un peu en vrille comme ça, mais j'ai retracé des événements pour souligner la construction vraisemblable, intelligente, de la montée des émotions entre Vesper et Bond. C'est l'une des rares relations de séduction de cinéma à laquelle j'arrive à croire. Parce que les personnages ont tous deux des qualités et des faiblesses subtiles. Bond est orgueilleux et prétentieux dans son rapport aux femmes. Il veut tout le temps cacher à M des choses, mais ça ne marche jamais. Avec la femme du grec, notamment la femme qu'il séduit, elle est séduite par Bond pour finalement qu'il l'abandonne et qu'elle se fasse tuer à cause de lui. Et la réaction de Bond prouve qu'il était sûr de ne pas l'avoir mise en danger et qu'elle irait bien malgré lui. Donc ça veut bien dire qu'il est quelque part assez inconscient de ce qu'il produit. Et Vesper a toujours dans le regard un fond de tristesse qui fait que l'on sait que quelque chose ne va pas, sans pour autant savoir avant la fin ce qui ne va pas. Les deux personnages sont donc bien construits, simplement mais bien construits. Dans le cas de Vesper, ça vient essentiellement du jeu d'Eva Green d'ailleurs, pour le coup. Mais j'en reviendrai à ça. Mais cette relation de séduction fonctionne aussi parce qu'il est logique qu'ils finissent tous les deux par ressentir des sentiments radicaux l'un envers l'autre en vivant des expériences aussi traumatisantes. Jeu d'argent avec des sommes astronomiques, mort par empoisonnement, meurtre à main nue, torture, etc. Donc tomber amoureux avec la personne avec qui on partage ça est quelque part compréhensible. Ou au moins, si on partage ça, ressentir un sentiment de rapprochement fort paraît quelque part inéluctable. Et comme en plus les interprétations, comme je disais, de Craig et d'Eva Green sont excellentes, ça aide encore mieux. Craig est vraiment habité par ce Bond brut et faussement froid. Du coup, lorsqu'il tombe amoureux de Vesper et démissionne du MI6, c'est d'autant plus crédible, je trouve. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ça m'avait beaucoup surpris à l'époque, je ne m'attendais pas à un James Bond de ce type-là. Et j'avais d'autant plus été charmé par la radicalité du scénario. Il tombe amoureux, quoi. Voilà, il démissionne. Enfin, il y avait comme ça quelque chose de radical qui m'avait beaucoup plu. Et Eva Green, elle est impeccable. Elle a des limites de jeu, c'est une actrice qui joue toujours un peu de la même manière. Notamment quand elle joue la tristesse, je trouve qu'elle a toujours un petit peu le même type de gimmick. Dans tous les films, toutes les séries où j'ai pu la voir. J'en ai pas vu dans 15 000 séries, mais bon. Mais je trouve que ça correspond bien au personnage. Martin Campbell a fait un bon travail de direction d'acteur avec elle. Parce que voilà, c'est un personnage qui a une éducation de banquière un peu trop guindée, quoi. Du coup, ça fonctionne qu'elle soit un peu comme ça, dans une sorte de jeu, quelque part, de jeu un peu maladroit, qui a du mal à cacher, qui a un fond de problème dans son regard, dans son attitude. C'est vraiment bien foutu. Et du coup, c'est pour moi le meilleur rôle de Eva Green, je trouve. Bref. Pour moi, cette relation, c'est le point fort de Casino Royale. Et Campbell en a très bien pris soin. Il prend son temps pour laisser l'alchimie entre les personnages prendre. Et en faisant arriver Vesper au bout d'1 heure de film, et après avoir montré un Bond qui séduit et détruit, il y a un vrai effet de surprise grâce à ce timing. Et grâce aussi à la première partie qui fait un peu Bond à l'ancienne. Parce que oui, le film assume l'attente du public de retrouver le Bond classique, pour finalement tout changer de manière encore plus radicale dans la seconde partie. Et ça fonctionne totalement. C'était déjà un petit peu différent au début, on a rarement vu Bond être aussi brutal, direct, violent et ainsi de suite. Mais finalement, c'était le Bond, quoi. Il séduisait et puis il gagnait. Et dans la deuxième partie du film, on change absolument tout, quoi. On attaque complètement le film sur autre chose. Il y a un effet de contraste qui prouve que le changement de code de la série 8 n'ont pas été gratuits. C'était un vrai désir chez le scénariste, et je pense vraiment que ça vient de Paul Haggis, de raconter ce qu'une personne confrontée à autant de violence peut ressentir, mais aussi ses proches. Alors, tout de suite, en parenthèse, évidemment, c'est un James Bond. Mais je trouve que pour le coup, il y a enfin eu une densité dans le contexte des personnages qui fait qu'on arrive à croire à cette violence-là, au traumatisme de Vesper, et à celui de Bond à la fin. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le film, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, au scénario, on a eu Paul Haggis qui a participé, et je pense vraiment qu'il a apporté cette patte plus vraisemblable, plus humaine à James Bond et à Vesper. Pour moi, c'est l'apport de Paul Haggis parce que les deux autres scénaristes, Purvis et Wade, ont toujours été sur la série Bond depuis Die Another Day.
de Die Another Day, de la série des Brosnan, je crois, et ils vont scénariser le prochain James Bond, avec Craig toujours. Mais bien qu'ils soient restés sur la série eux et pas Paul Haggis, ou plus vraiment, je m'expliquerai plus clairement quand je parlerai de Quantum of Solace, le James Bond suivant. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas la même qualité dans la relation de Bond avec les femmes dans les films suivants. J'y reviendrai plus tard sur des films spécifiques. C'est pour ça que je pense que vraiment là, Paul Haggis a amené autre chose dans l'écriture. Et en plus, Paul Haggis, c'est aussi le scénariste de films comme Crash, un porté croisé de personnes, ce qui est assez un beau film, de Million Dollar Baby, qui est un film bien écrit, de Lettres d'Iwo Jima, etc., etc. Donc des films de Clint Eastwood, mais pour le coup, on voit la qualité des scénarios ont beaucoup aidé la qualité de mise en scène de Clint Eastwood. C'est des films très bien écrits globalement, avec des qualités dans les relations humaines qui sont subtiles et complexes, je trouve. Il sait écrire pour le cinéma, c'est un petit peu what the fuck, c'est un petit peu too much par moment. Si vous voyez Crash à un moment donné, vous verrez que tout n'est pas vraisemblable, mais c'est vraiment écrit avec finesse, je trouve. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je pense que l'apport d'Haggis a été déterminant dans la qualité de Casino Royale. Et je pense qu'il est vraiment pour beaucoup sur cet excellent James Bond, qui est un très bon film tout court. C'est un excellent James Bond et c'est un très bon film, vraiment. Parce que oui, il y a quelques défauts quand même, hein, faut modérer un peu ce que je dis. Les morts, je trouve, sont un poil exagérés. Ça grimace un peu, parfois un peu trop, notamment le mec que étrangle James Bond au début, ou quand il étrangle aussi Isaac de Bancolé, c'est un peu limite. Il tue un gars aussi au début, le gars fait une pirouette sur sa chaise, enfin, c'est un peu bizarre. J'ai pas compris un peu ce côté un peu guignolesque. Alors, les grimaces, je vois, ils veulent en venir, ils insistent sur le fait que c'est violent, que James Bond est violent et que ce qu'il fait est moche, mais c'est pas très adroit dans la manière dont c'est mis en scène. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que dans le plan, il utilise en plus un grand angle sur les visages, il les tord un peu, je sais pas si c'est le cas, hein. Je suis pas sûr. En tout cas, on est tout près des visages, ils font la grimace, là, ils se font étrangler. C'est pas très heureux. Heureusement, c'est contrebalancé par des morts froides et surprenantes, notamment celle du chiffre, hein, qui est juste sèche comme ça, qui est très très bien foutue. Complètement à l'inverse des codes des films de James Bond, je trouve. Alors encore une fois, vous me détrompez si c'était pas le cas dans les précédents James Bond, il faudra que je les revoie dans ce cas-là. Mais je trouve qu'ici, du coup, ça fonctionne très bien dans la deuxième partie, qui du coup est plus humaine. Dans la première partie, c'est du James Bond, il court après les gars, il les balance, machin, il les tue, il tire, il étrangle les flingues, et puis là, d'un seul coup, il se fait torturer, et c'est quelqu'un qui vient tuer à sa place de manière complètement froide. Et c'est une partie où en plus James Bond est très en difficulté, la deuxième partie du film. Il est à deux doigts de mourir, il meurt quasiment littéralement, et il gagne que aux cartes, hein. Je caricature à peine. Et c'est notamment contrebalancé par la mort de Vesper, où la réaction de James est très juste, puisque il est enfin choqué par une mort dans le film. Jusque-là, il était froid, sec, il essayait de faire en sorte de montrer que ça lui faisait rien, et là, enfin, il est démasqué complètement, et il est choqué par la mort de Vesper. Certains ont reproché à la musique du générique d'être trop rock. Je crois qu'elle a été écrite et chantée par Chris Cornell, si je dis pas de bêtises. Et qu'il y avait notamment pas de femme nue dans le générique, ce qui était encore une fois casser les codes, hein, de James Bond. Alors, concernant le rock, je trouve que ça correspond bien à ce James Bond plus jeune, plus anarchique, plus impulsif. Et l'absence de femme nue dans le générique est logique parce que James Bond, c'est pas encore tout à fait un homme, je caricature, c'est un peu l'idée, hein. Il est impulsif, il est un peu gamin comme ça. Il n'a pas encore connu l'amour, c'est ce que dit un peu le film, et les films suivants ne vont pas démentir ça. C'est pour ça que je pense que c'était vraiment l'objectif déjà au début de l'écriture de Casino Royale. Du coup, c'est un peu logique que la seule femme du générique qui apparaisse soit Vesper, et que ce soit son visage qui apparaisse, et non pas son corps, puisqu'on parle d'amour avant la séduction, la sensualité. Il y a quelque chose de plus séminal. Donc moi, je trouve que c'est une critique. J'entends, il y a les fans, ils attendent certains codes et ils ne les ont pas eus. De l'autre, correspondant ce projet, ce film artistique, entre guillemets, en termes d'œuvre d'art, c'est beaucoup plus cohérent. J'ai un tout petit bémol sur la scène d'action de fin, qui se passe dans un immeuble de Venise, là, qui sombre, qui sombre dans l'eau. J'ai pas trouvé la scène très intéressante. Je trouve qu'elle manque de lisibilité pour bien croiser la tension entre le James Bond contre les tueurs et Vesper qui est donc dans l'ascenseur et qui va donc a priori se noyer. C'est dommage parce que la scène est bien lancée par la trahison entre guillemets de Vesper. La surprise de Bond est crédible, je trouve que la séquence fonctionne bien, même si on se doute qu'il va se passer quelque chose, hein.
Mais je trouve que l'action n'est pas aussi maîtrisée que les autres scènes d'action du film. Du coup, c'est un petit peu brouillon et ça enlève de la qualité à la séquence. Ou peut-être qu'il y a un effet de suspense concernant Vesper qui est pas assez intégré à la séquence. Enfin bon, en tout cas, c'est mon impression. J'aimerais juste dire un dernier mot, notamment sur l'excellente scène centrale de la partie de poker. J'avais critiqué notamment le film Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Molly's Game, justement parce que je trouvais que la partie de poker était moyenne, trop souvent peu intense. Il y en avait une, je crois, qui fonctionnait vraiment bien, le reste c'était un peu... Pour un film qui tournait autour de des parties de poker, je trouvais que c'était un peu dommage de passer un peu à côté de ça. Ici, dans Casino Royale, c'est un excellent contre-exemple. C'est une autre manière d'être mis en scène, évidemment, mais je trouve que la maîtrise de la lecture de la partie et des enjeux est vraiment impeccable. La mise en scène est simple, mais très efficace. Notamment avec le choix, par exemple, de mettre des personnages caricaturaux de films d'espionnage autour de la table. Ce qui fait que ça met très très bien en valeur Bond et le chiffre. Je ne l'avais pas dit avant, mais il est joué par Mads Mikkelsen, qui est excellent dans le rôle, qui est impeccable. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'ai jamais vu dans un rôle faire n'importe quoi. Mads Mikkelsen, il faudrait que ça un jour ça lui arrive. Tiens, je ferme la parenthèse parce qu'on arriverait à un moment à se dire qu'il est un peu plus humain que ça, parce que il est tellement impeccable dans tous les films où je l'ai vu, c'est fou quoi. Bref, il y a des acteurs comme ça. Et du coup, ça montre que visuellement que eux dominent la table. C'est simple, mais ça fonctionne bien. On a le gros black, le chinois avec la queue en arrière, la mexicaine, un peu la vieille mexicaine ou la vieille asiatique, je caricature. Enfin voilà, il y a vraiment 3-4 personnages comme ça qui font que le personnage de Félix, j'ai oublié le nom de l'acteur, qui est vraiment bien, un bon acteur américain, bref. Un gars de la CIA qui a aussi une manière de jouer du coup qui est très forte avec cette barbe. Bref, tous les personnages ont l'air d'être des personnages de films d'espionnage. C'est un jeu de symbolique visuelle, mais je trouve qu'ici il est subtilement amené parce que le décor de grand luxe du casino amoindrit l'effet, un effet possible que ça aurait pu être un peu clownesque quoi. Et c'est bien joué sur le fait que tout est excessivement riche et cher. C'est un tournoi pour des gens qui jouent des millions et des millions et des millions de dollars. Il y a eu un très bon dosage là de la part de Martin Campbell. C'est vraiment un réalisateur talentueux par moment, vraiment. C'est dommage que qui par moment ils sont un petit peu yes man comme ça. J'espère que sur ses prochains projets c'est pas le cas. Parce que c'est un mec qui a du talent vraiment. Le Masque de Zorro c'est vraiment très très bon, c'est très très bien fait. Bref, je ferme la parenthèse. Dans des styles très différents en plus. Casino Royale, GoldenEye ou le Masque de Zorro, c'est vraiment des choses très différentes, verticales limite aussi quoi. Bref, il y a un côté versatile chez ce mec, j'aimerais bien le voir réaliser des choses un peu plus personnelles à l'occasion. Bref. Donc il y a ça notamment dans cette scène de poker. Il y a aussi le travail de la mise en scène, où se situe la table par rapport au bar et comment James Bond fait les allers-retours du bar à la table, comment il quitte par moment le jeu pour y revenir, chacun des personnages, comment on circule dans l'hôtel avec ce point central qui est la table. Ça fonctionne vraiment vraiment très bien. Notamment parce qu'on ne sait pas exactement où se situe la table, au rez-de-chaussée, au dernier étage, en haut, en bas. Il y a quelque chose comme ça de... Elle est centrale, mais on ne sait pas exactement où elle est. Et j'aime beaucoup cette idée un peu labyrinthique de dire quel est le nœud central du film avant tout, le nœud, entre guillemets, de l'enjeu, mais que tous les enjeux des personnages vont changer un peu sa géographie, quoi. Par moments, on a l'impression qu'elle est au dernier étage parce qu'ils reviennent très très vite alors qu'ils étaient dans la chambre deux minutes avant. Par moments, on a l'impression qu'elle est au rez-de-chaussée parce que James Bond était dehors à la nuit en train de crever et puis il revient à la table de jeu 2 minutes après. Bref, elle change d'espace, mais c'est pas grave parce que elle est le nœud gordien du film et du coup, c'est important qu'elle soit un petit peu dans ce flou. Mais en même temps, quand on est dans cette pièce, elle est extrêmement cohérente. On rentre face à la table, on voit clairement la pièce en entier. On voit que le bar est de l'autre côté, que le gars qui sert le croupier, est bien situé au centre, d'un côté où les personnages ne passent pas, ils passent plutôt de l'autre côté. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Ça fonctionne vraiment très bien. Ou alors le changement de place des personnages, notamment durant la partie. Si je dis pas de bêtises, à un moment donné, Bond et le chiffre n'ont pas exactement la même place, ils changent je crois aussi. Il y a aussi ce jeu à un moment donné des chaises musicales, celui qui domine n'est pas exactement au même endroit. Je suis pas certain de ce que je dis là, mais je crois que c'est vrai. À un moment donné, il perd, il est à droite, il est à côté du croupier, Bond, et quand il gagne, je crois qu'il est de l'autre côté. Je suis plus certain de ça, mais je crois que c'est le cas. Non, même pas, je dis des bêtises, il est toujours à cet endroit-là. Simplement qu'il y a des gens qui ont perdu petit à petit dans la partie et qui ne jouent plus. Voilà. C'est ça qui m'avait troublé un peu. Bref, c'est très très bien mis en scène, c'est une excellente séquence de jeu de cartes, ça fait plaisir. Il faudrait que je revoie un film, tiens maintenant ça me rappelle un film, tiens, il faudrait que je fasse un voir dessus, qui s'appelait Maverick,
avec Mel Gibson, où je crois aussi qu'il y avait une excellente partie de cartes de poker aussi à la fin, qui était pas mal mis en scène, ou au milieu aussi, avec Jodie Foster dans un rôle complètement dingue. Faudrait que je revoie ce film, Maverick. Par qui il est réalisé, ça, d'ailleurs? Si je découvre qu'il est réalisé par Martin Campbell, ça va être très drôle. Bref, peu importe. À l'occasion, je le remettrai. Je ferai peut-être un à voir dessus, tiens. Bref, ça m'a rappelé un bon film. Bref, je vais finir cette review. Je trouve que c'est un excellent James Bond. Perso, c'est mon préféré. Mais objectivement, aussi objectivement que je puisse l'être, c'est un excellent James Bond et un très très bon film, je trouve. Notamment un bon film d'espionnage avec des enjeux complexes qui sont bien mis en scène. J'ai pas assez insisté, mais Judi Dench est excellente dans son rapport à James Bond. Elle a un rapport matriarcal comme ça qui fonctionne très bien et qui lance très bien cette série. Ce James Bond, Casino Royale, est un excellent départ pour une nouvelle série, avec une très belle histoire d'amour, vraiment forte. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Le film notamment, je trouve, manque un peu de souffle, notamment dans sa dernière partie. Peut-être que le film est un peu long, il dure 2h30, c'est l'un des James Bond les plus longs, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un vrai bon film, prenant, touchant, à défaut d'être émouvant. Je trouve qu'il est touchant, faut pas non plus en rajouter. Je dis que le film est très bon. Moi personnellement, j'ai été très touché par leur histoire et tout ça, mais je comprends qu'on soit pas forcément. Je trouve pas que le film soit implacable au point d'être émouvant. Voilà quoi. Il est touchant, il est pas émouvant. Et à mon sens, c'est déjà beaucoup quand on parle d'un James Bond, de réussir à faire un James Bond touchant, vu ce qui était arrivé avant et ce qui est arrivé après. Voilà. Mais ensuite, il y aura Quantum of Solace. Et je vous en parlerai dans ma review de Quantum of Solace, qui était un gros bordel, mais je vous en parlerai dans la review associée à ce film. Merci beaucoup pour votre écoute de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de À voir ou de à chaud, je sais pas encore, parce que j'ai eu la chance d'aller au cinéma dernièrement, donc ça va, on va parler d'autre chose. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, liker, partager, commenter. Surtout commenter, ça m'intéresse énormément d'avoir votre point de vue. Le reste, je m'en passe, les likes, les dislikes, les machins, je m'en fous un peu. Enfin, si ça dislike autant, c'est qu'à un moment donné, il faut que je réfléchisse à ma formule, mais ça m'intéresse plus d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur les films, sur ce film, ce que vous avez pensé des James Bond. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de À voir. Salut les amis, ciao ciao.